Alors, je vais tenter dans les 10 minutes qui me sont imparties de vous parler de l'inscription de l'espace de mémoire, de la mémoire dans l'espace public au Rwanda. Il faut dire que inscrire la mémoire dans l'espace public au Rwanda concerne ce qu'on fond au-delà de la volonté de mémoire et au-delà du travail de mémoire, avec la nécessité de donner une sépulture digne aux morts. En effet, les sites mémoriaux au Rwanda, ce sont des cimetières. Ces mémoriaux cimetières couvrent le pays. Donc, pour ceux qui ont été au Rwanda, vous pouvez vous rendre compte qu'aucune colline, aucune ville, aucun espace au Rwanda est exempt de sites mémorials, en tout cas des petites maisonnettes, parfois des tombes ou des mémoriaux dignes de son nom. Ces mémoriaux témoignent des atrocités et de l'ampleur des massacres, mais si on pouvait ériger un mémorial sur chaque lieu de tuerie, le Rwanda serait un cimetière puisqu'aucune parcelle, aucun recoin de la terre rwandaise n'est vierge de massacre. C'est pour cette raison qu'il a été nécessaire de déterminer et de concentrer les sites mémoriaux, le but étant de regrouper dans les lieux principaux les corps des victimes du génocide. J'ai le sentiment de ne pas être en face de... Voilà. Chaque ville, donc chaque colline, a son site mémorial qui accueille depuis maintenant presque 18 ans des corps retrouvés au détour d'un champ cultivé, des révélations dans les procès Gacaca, au détour des exhumations collectives. Ces sites permettent également à ceux qui n'ont pas pu identifier de manière formelle les corps de membres de leur famille d'avoir un tombeau symbolique pour les leurs. Je crois qu'il y a des personnes qui ont insisté sur le fait d'avoir un lieu, un site mémorial pour pouvoir faire son deuil. Ce n'est pas toujours possible déjà de retrouver les corps, mais quand on ne les a pas trouvés, on peut toujours imaginer que parmi les corps qui ont été retrouvés de manière collective, il y ait éventuellement des membres de sa famille. Donc ces sites mémoriaux ont cette fonction-là de pouvoir laisser penser que que la plupart des victimes du génocide ont trouvé un lieu de repos, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ces sites mémoriaux ont transformé le paysage du Rwanda. Je crois que c'est Alain Guinéchouti qui en a parlé. Avant le génocide, le Rwanda n'avait pas coutume d'ériger les sites mémoriaux. Je ne pense pas que dans la culture rwandaise, on ait vu des mémoriaux qui ont été érigés, même pour d'autres causes. Donc il a fallu inventer, il a fallu trouver une possibilité, et là encore c'est Alain qui en a parlé, de pouvoir honorer les morts. Et cela est passé par les différentes manières de faire, c'est-à-dire commémorer, c'est-à-dire ériger des sites mémoriaux et témoigner aussi. Si les sites mémoriaux ont transformé le paysage, ils ont aussi transformé les rituels et le rapport aux morts. Parce que le génocide n'a pas seulement détruit un groupe humain, il a aussi détruit sa culture. Des exhumations, inhumations, le lavage des corps, des os, des morts, les réenterrements, tout cela témoigne des transformations qu'on retrouve chez les Rwandais. Il en va de même de l'exposition des ossements, témoins muets qui disent au monde que cela a eu lieu. L'horreur a été impensable, indicible, il a fallu laisser les morts parler. Je crois que c'est Régine Weintrater qui nous rappelle dans son livre « Sortir des génocides » combien les rescapés d'un génocide ont peur de ne pas être crus. Les sites mémoriaux sont là pour témoigner. Ils rappellent la tragédie et luttent contre l'oubli. Mais au Rwanda,
c'est la question que je me pose, n'y aurait-il pas besoin d'aménager un espace pour l'oubli, ou pour le dire autrement, un espace pour l'apaisement? Parce que tout pousse à se souvenir. Par le fait même de vivre ensemble, par la force des témoignages, les commémorations, les ossements. Le point de la mémoire peut être écrasant. Là encore, je vais reparler de ce qu'a dit Alain Guilin-Chouti quand il disait que le rescapé est lui-même je n'utilise pas peut-être les mots tels que Alain les a prononcés, mais j'ai le sentiment qu'il avait dit que le rescapé lui-même est un signe de mémoire. Il porte la mémoire en lui. Alors je me dis, mais pour combien de temps? Est-ce qu'un espace ne pourrait pas exister pour que le rescapé puisse déposer le fardeau qu'il porte? Et pour cela, il me semble qu'il y aurait deux éléments importants. Le premier, pour moi, serait ce que je pourrais appeler les chemins de la mémoire, qui vient rappeler ce que dit encore une fois Régine Weitrater, décidément, sur la temporalité. Comment laisser peut-être les rescapés trouver le temps, trouver leur rythme pour pouvoir aménager à leur manière leurs sites mémoriaux, leur manière de témoigner du génocide. Cette réflexion m'est venue après avoir marché avec les femmes de l'association dont on a parlé tout à l'heure, Retrouve le sourire. Et ces femmes-là, nous étions avec une personne qui voulait faire un film et qui avait besoin de témoignages. Et elles se rencontrent régulièrement parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent les interroger, les écouter, demander des témoignages. Elles se rencontrent souvent devant un site de leur colline. Et à un moment, une femme a dit, on aimerait bien, on est fatigué de raconter toujours la même chose et au même endroit. Et si on marchait? Et si vous veniez marcher avec nous, passer par où nous sommes passés? Donc nous avons fait la marche. Et je trouvais ça très très intéressant parce que pendant que nous marchions, nous n'étions pas figés, nous ne sentions pas cette lourdeur de la mémoire que souvent, en tant que visiteur, on ressent. On est tellement sidéré, l'horreur est tellement intense qu'on ne sait plus quoi faire. Alors on a marché, on a discuté, on a partagé. Ils ont pu nous raconter combien sur cette colline-là, les Hutus et les Tutsis ont combattu ensemble en début du génocide. Peut-être ça vient répondre à ce que vous disiez, madame. Il faut d'abord, à mon sens, séparer les temps. Il y a d'abord les temps de la reconnaissance. Il faut déjà sentir que sa propre histoire est entendue, reconnue, pour pouvoir peut-être faire le pas vers l'autre. Parce que faire un pas vers son bourreau, ce n'est pas chose facile. Mais en tout cas, j'imagine que, et je le vois, les Rwandais font ce travail-là, de faire un pas vers l'autre. Mais 18 ans, c'est peut-être loin, mais c'est très court. Alors j'ai entendu ces femmes-là nous raconter comment ils auraient presque vaincu le génocide si les intellectuels, si un gendarme et les instruits n'étaient pas venus dire aux Hutus qui étaient avec eux mais ça ne vous concerne pas, ce n'est pas votre guerre. Alors elle nous disait, et nous nous sommes associés à la réflexion, et c'est ça qui est intéressant dans ce que je vous raconte, c'est que cette manière de faire la mémoire, de marcher, de faire ce chemin de la mémoire, a mobilisé la pensée. Elle ne nous a pas figés dans une sorte de lourdeur. Elle a mobilisé la pensée parce que toutes les femmes étaient en train de dire, mais peut-être, si on avait été instruits, si on était capable de dire non à ceux qui nous dirigent, peut-être qu'aujourd'hui les choses seraient différentes. Donc il me semble que c'est important, et ça c'est le premier élément que je disais, pour pouvoir aménager cet espace d'apaisement, et que j'appellerais l'espace de repos, c'est de pouvoir faire des lieux de mémoire qui permettent de remobiliser la pensée. Parce que ce qui est figé pendant un génocide, enfin, quand on a subi un génocide, la première chose qui est détruite, c'est l'espace psychique, c'est la capacité à penser. C'est comment faire des mémoriaux qui nous permettent de remobiliser la pensée. Ça, c'est la première chose. Alors, je vais aller très vite parce que le temps est court. La deuxième chose concerne serait que les tiers se saisissent de la mémoire. Alors là, je rejoins tout ce qui a été dit ici, je ne vais pas m'attarder. Si ailleurs dans le monde, les sites mémoriaux
pouvaient rappeler qu'un génocide a eu lieu, s'ils pouvaient rappeler qu'un génocide a été commis contre l'humanité, que ces mémoriaux exhortent à ne pas oublier, à ne pas laisser les victimes seules, je pense qu'en ce moment-là, les survivants des génocides pourraient entamer un travail de reconstruction. Je crois que c'est peut-être pas si facile que ça de comprendre ça, mais quand on est par exemple responsable d'une association comme celle que moi je représente, quand le mois d'avril approche, nous avons le sentiment d'avoir des épaules lourdes parce que tout le monde se retourne vers nous pour nous dire mais alors qu'est-ce qu'on fait? Alors cette fois-ci ça sera où? Est-ce qu'il y a un lien pour qu'on se rencontre? Moi j'habite Nantes et à chaque fois nous sommes obligés de refaire une démarche. On ne peut pas trouver un temps où on s'apaise. Alors s'il y avait un site, un lieu où on sait qu'on peut se rassembler, déjà ça serait une première partie qui est importante. Mais ça, je pense que c'est une chose très difficile parce que on se rend compte que quand on demande un lieu de mémoire, ce qui est mobilisé, c'est la peur de la reconnaissance. C'est-à-dire que c'est comme si on dit « donnez-nous un lieu pour qu'on puisse honorer nos morts », automatiquement ce qui revient, c'est donner ce lieu, c'est reconnaître le génocide. Alors il y a Meyer Weintrater qui écrit dans la revue du mémorial de la Shoah que la reconnaissance, reconnaître, c'est identifier et avouer. Donc donne deux sens. Dans le sens de avouer, on entend que avouer assigne à la responsabilité. Je pense d'ailleurs que c'est ce que nous dit d'ailleurs Meyer Weintrater, il dit « Un génocide a lieu et nous n'avons rien fait pour l'empêcher. C'est la passivité. » En ces circonstances, la passivité en ces circonstances est l'équivalent moral d'une complicité de fait. Voilà ce qu'il dit. Alors, il me semble que lorsque nous demandons un lieu de mémoire, un lieu de recueillement, un lieu pour honorer nos morts, c'est cette peur de donner ce lieu qui est confondu avec une reconnaissance. Cette question de la reconnaissance du génocide est éminemment politique. Elle doit être traitée. Mais à côté de ça, la demande des survivants du génocide des Tutsis, c'est d'avoir un lieu de mémoire dans les pays dans lesquels ils vivent. Ce que nous demandons en tant que survivants du génocide, c'est un espace de solidarité, un espace où nous ne sommes pas seuls, écrasés sous le poids de la mémoire. C'est un lieu qui nous permet de déposer symboliquement nos morts, de déposer la mémoire que nous portons dans nos corps, faute de pouvoir l'externaliser. Si nous pouvions le déposer quelque part, alors peut-être qu'un travail de reconstruction pourrait se remettre en marche. Je pense que tout à l'heure, le directeur du mémorial de la Shoah l'a bien dit, pour faire un deuil, il faut un monument. Et quand nous vivons à l'étranger, nous n'avons pas ces monuments-là. Nous n'avons pas de tombeau symbolique pour nos morts. Déjà, ça, c'est une première chose. Après, évidemment, il y a toute une autre chose qui concerne la reconnaissance, qui doit être traitée à son temps, et par peut-être les personnes concernées. Mais c'est... Là, je crois que je rentre dans la collision entre le public et le privé. Hein. Quand on demande, nous avons l'exemple à Nantes, nous avons organisé pour la 15e commémoration des journées, une dizaine de journées sur mémoire, histoire, mémoire et génocide. Certaines personnes qui sont dans la salle y étaient, Messieurs Ternaud, Jean-Pierre Chrétien. À partir du moment où nous avons organisé ces jours-là, 2-3 semaines plus tard, M. Onana et M. Peyan ont demandé d'avoir exactement le même lieu pour entendre une autre vérité. Alors, j'entendais Alain qui disait il ne faut pas se taire. Et moi, j'ai préféré me taire parce que j'avais le sentiment que j'allais rentrer dans une polémique. Parce que j'imaginais que nous ne pouvions pas commencer à discuter, il y a eu un génocide, vous dites votre vérité, nous venons dire la nôtre. Là, nous sommes complètement dans le négationnisme. Et je pense que M. Jean-Pierre Chrétien
a écrit une réponse, je ne sais plus où, mais j'ai vu cette réponse-là, parce que la mairie de Nantes nous disait, et pour la liberté d'expression, on se doit de donner la parole aussi aux autres. Nous constatons, nous remarquons ce genre de choses parce que nous avons vu aussi dans ces commémorations et surtout dans ces 10 jours qui ont eu lieu, des immenses messages des personnes. Il y a eu à peu près 1000 personnes qui sont passées dans l'espace Cosmopolis pendant ces 10 jours, 11 jours. Ils nous ont laissé des messages, nous avons des messages qui remplissent des paniers, où ils disaient « Nous sommes avec vous, nous avons envie de vous soutenir, votre histoire est la nôtre. » Nous avons senti les Français très touchés, partager cette mémoire parce que c'est une mémoire de l'humanité. Mais quand nous avons voulu planter cet arbre sur lequel on a laissé ces messages-là, cet arbre n'a pas pu trouver une terre. Pourtant, nous avions avancé toutes les préparations pour cela. Mais à la dernière minute, cela n'a pas pu se faire parce qu'on ne pouvait pas inscrire que cet arbre était planté à la mémoire du génocide des Tutsis. Pourquoi? Parce que ça serait diviser la communauté. Quelle communauté? Voilà, en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une question cruciale et c'est une question de reconstruction pour les survivants du génocide. Merci.